Alors, ce que je vous proposerai, c'est peut-être dans un premier temps d'essayer de comprendre quels sont les déterminants de la politique russe dans le monde arabe. Et puis, dans un deuxième temps, alors, de dire finalement quel était le diagnostic fait par la Russie sur les soulèvements arabes, et ensuite quelle était la politique poursuivie et qui continue d'être mise en œuvre par la Russie. Étant entendu que la Russie a fait un peu comme tout le monde, c'est-à-dire que dans un premier temps elle a été totalement surprise, et que finalement le FSB, successeur du KGB, n'a guère été plus brillant que la CIA ou que nos services, d'où une période de flottement. Et puis une période, je dirais, de politique finalement assez empirique, même si on sent sur la Syrie un volontarisme fort qui ne fait que se confirmer. Sur les déterminants de la politique russe dans le monde arabe, j'en distinguerai trois de nature différente. D'abord, un certain nombre de grands principes de politique étrangère de la Russie. Deuxièmement, un certain nombre de faits qu'il convient de rappeler. Le premier fait étant que la Russie est un pays orthodoxe, mais également que la Russie est un pays musulman. Et le troisième déterminant, c'est effectivement un intérêt, une politique orientale, qui dépasse le monde arabe, une politique orientale qui était toujours très active et qui a commencé dès le XVIIIe siècle en Russie. Sur le premier point, sur les grands principes, il y en a trois qui s'appliquent particulièrement au jeu de la Russie dans cette zone. Le premier principe, c'est le principe de la défense de la souveraineté nationale et le rejet de toute ingérence dans les affaires intérieures des États. Ceci a été affirmé avec force et même avec une certaine brutalité à plusieurs occasions, et notamment encore assez récemment, lorsque Poutine, qui était à l'époque déjà président, lors du sommet de Munich, des sommets de la politique de sécurité, qui s'est tenu en octobre 2007, visant les États-Unis, a exprimé de façon extrêmement forte le dédain de plus en plus fort à l'égard des principes de base du droit international, en visant les États-Unis, et également toujours en visant les États-Unis, l'hyperutilisation incontrôlée de la force militaire dans les relations internationales. Et donc, les États-Unis sont clairement dénoncés par les Russes comme un État qui veut imposer ses vues dans tous les domaines, qu'il s'agisse du domaine de la politique, du domaine économique et du domaine culturel. La conséquence, c'est effectivement une forte vigilance à l'égard des résolutions du Conseil de sécurité qui peuvent porter atteinte à la souveraineté des États, et notamment les résolutions prises au titre du chapitre 7, et un refus du droit d'ingérence et même une très grande méfiance à l'égard du principe de responsabilité protégée dans le cadre des Nations Unies. Ces mêmes préoccupations ont été exprimées encore tout récemment, et effectivement dans le contexte des soulèvements arabes, par le ministre des Affaires étrangères, Lavrov, lors de la dernière Assemblée générale des Nations Unies. Et ceci, c'est un principe qui n'est pas propre d'ailleurs à la Russie, et que l'on retrouve exprimé de façon plus ou moins nette par la plupart des BRICS, la plupart de ces grands pays émergents, qu'il s'agisse du Brésil, qu'il s'agisse de l'Afrique du Sud ou qu'il s'agisse de l'Inde et de la Chine. Et derrière cela, il y a effectivement le rappel des révolutions oranges qui a été considéré par les Russes, je reviendrai là-dessus, comme une ingérence directe dans leurs affaires intérieures. Le deuxième principe général, c'est le primat, ce que j'appellerais du sécuritaire, sur le diplomatique. Effectivement, comme vous le savez, le pouvoir actuellement en Russie est détenu par un ancien du KGB. Beaucoup de responsables des services de sécurité se trouvent à des postes importants, à des postes clés dans l'administration et dans le gouvernement de Russie. Et donc il y a toujours un peu l'obsession du complot extérieur,
et une très grande méfiance je dirais, qui prévaut sur les préoccupations diplomatiques. Et manifestement, dans la définition de la politique étrangère, les responsables sécuritaires jouent un rôle très important, et sans doute plus important que les diplomates. Et Lavrov, ministre des Affaires étrangères, n'est souvent qu'exécutant d'une politique auquel, certes, il contribue, donc, il contribue à la définition de cette politique, mais il n'en est pas vraiment, je dirais, le moteur. Et donc, ce que dénoncent périodiquement, et encore maintenant, et encore aujourd'hui, les Russes, c'est d'une part le complot américain. Là aussi, on se réfère à la révolution orange, avec une grande méfiance vis-à-vis des ONG, avec actuellement d'ailleurs une politique d'expulsion de certaines ONG, voire de l'USAID. USAID a été expulsé de Moscou, et avec une criminalisation des financements extérieurs que peuvent avoir les ONG. Ce complot, c'est un complot américain, mais c'est également un complot salafiste. Et là, nous retrouvons le Moyen-Orient, et en particulier qui vise l'Arabie saoudite et les pays du Golfe, menace salafiste dont les Russes trouvent les traces dans le Caucase, notamment en Tchétchénie, mais également au Daghestan. Complot salafiste qui s'exprime également en Asie centrale, je reviendrai là-dessus, qui est tout de même un arrière-cour, qui continue d'être une arrière-cour de la Russie. Et donc, cette dimension sécuritaire, cette espèce d'obsession du complot que l'on retrouve exprimée régulièrement de la part des responsables russes, contribue à expliquer l'attitude qu'ils vont prendre sur les soulèvements arabes. Le dernier principe je dirais, que contribue à expliquer les positions russes sur les soulèvements arabes, c'est que la Russie se considère comme une grande puissance. C'est-à-dire qu'après ce qu'on appelle en Russie la décennie noire, c'est-à-dire la décennie des années 90, avec un profond sentiment d'humiliation qui a été ressenti par la population, depuis l'arrivée de Poutine au pouvoir, depuis l'arrivée du couple, si j'ose dire, Poutine-Medvedev au pouvoir, il y a le sentiment que la Russie doit redevenir une grande puissance, et même si effectivement la Russie n'a plus de grand rapport à voir avec l'Union soviétique antérieure, elle entend retrouver, notamment au Moyen-Orient, sa place qui était effectivement très importante. Elle entend pleinement jouer son rôle au Conseil de sécurité, et donc est prêt à faire jouer son droit de veto si besoin, et effectivement, la Russie l'a fait jouer, a menacé de le faire jouer à plusieurs reprises, et la Russie a donc une capacité de blocage, pour ne pas dire une capacité de nuisance au niveau des Nations Unies. Deuxième série de déterminants, je dirais un certain nombre de faits. Le premier fait, c'est effectivement que la Russie est un pays orthodoxe. Que depuis la chute de l'Union soviétique, l'Église orthodoxe a repris une vigueur, une vitalité exceptionnelle, et a une capacité d'influence des dirigeants russes qui affichent leur religiosité. Poutine comme Medvedev surtout, va dans les églises. Il faut se souvenir qu'un certain nombre d'églises qui avaient été rasées par les soviétiques ont été reconstruites à l'identique dans un certain nombre de villes, à commencer par Moscou, où la basilique du Saint-Sauveur, la cathédrale du Saint-Sauveur, trône, je dirais, à quelques dizaines de mètres du Kremlin. Et donc, le patriarche Cyril, le patriarche orthodoxe, est un homme d'influence et très écouté par Poutine. Et c'est un élément qui doit être pris en considération, notamment en ce qui concerne la politique de la Russie dans les pays arabes. Le deuxième fait qu'il faut souligner, c'est qu'effectivement la Russie est également un pays musulman. On l'oublie, mais la Russie compte actuellement 22 millions de musulmans, répartis d'ailleurs sur plusieurs portions du territoire. Il y a à peu près 2 millions dans l'agglomération de Moscou,
Il y en a beaucoup au Caucase également, naturellement, le Daghestan, la Tchétchénie, le pays tcherkesse, tout ça ce sont des pays musulmans. Et puis enfin le Tatarstan qui se trouve sur la Volga, au centre de la Russie. Et donc, la Russie a traditionnellement une certaine vigilance, une certaine méfiance à l'égard de ces musulmans. Il y a un livre très intéressant qui a été fait par une certaine Lorraine Demeaux sur la Russie, la tentation de l'Orient, montre comment, effectivement, la Russie s'est confrontée à plusieurs reprises de son histoire au monde musulman. Et la Russie assimile ce monde musulman à un espace sauvage, brutal, inculte, donc une certaine méfiance vis-à-vis des pays musulmans en général, et on le verra vis-à-vis des pays arabes en particulier. Il existe certainement une très forte xénophobie anti-musulmane en Russie. Mais par-delà les 22 millions de musulmans russes, vous avez également 60 millions de musulmans en Asie centrale, c'est-à-dire dans des républiques, dans des ex-républiques soviétiques, dans les 5 républiques qui ont fait sécession au moment de l'écroulement de l'Union soviétique. Et ces 60 millions d'habitants, d'ailleurs, une partie d'entre eux émigrent notamment vers la Russie, où ils font les travaux les plus pénibles, notamment dans la construction et les travaux publics. Un certain nombre de ces républiques, en particulier l'Ouzbékistan et le Kazakhstan, ont connu des troubles assez graves, de mouvements proches d'Al-Qaïda, et notamment du mouvement islamiste de l'Ouzbékistan, qui a provoqué des troubles sérieux en 1999, puis de nouveau en 2004, dans la vallée de Fergana, qui est une vallée qui, compte tenu des découpages absurdes qui avaient été faits du temps de Staline, est partagée entre 3 républiques ex-soviétiques. Ce sont des pays fragiles, et donc ces musulmans importants en nombre, dont certains travaillent en Russie, sont surveillés de près. La Russie veille à contrôler ce qui se passe dans cette arrière-cour que représentent les 5 pays d'Asie centrale. Enfin, le troisième déterminant, c'est qu'il y a une tradition en Russie de politique à l'égard de l'Orient, notamment de l'Orient musulman, qui date du XVIIIe siècle, qui s'est épanouie au XIXe siècle, avec cette espèce de poussée vers les mers chaudes, qui est une sorte d'un des axes, des orientations importantes de la politique de la Russie, puis de l'Union soviétique, et de nouveau maintenant la Russie. Dès le début du XIXe siècle, a été créé dans le cadre de l'Académie des sciences un institut d'études orientales qui a été un élément moteur du temps de l'Union soviétique, qui a joué un rôle moteur dans la définition de la politique vis-à-vis de cette zone, et qui a été dirigé par des personnages très importants, en particulier par Primakov, qui était un excellent arabisant, qui d'ailleurs est un excellent arabisant, parce que je crois qu'il n'est pas mort, et qui a été un personnage d'influence à plusieurs niveaux, comme ministre des Affaires étrangères, comme membre du KGB et comme Premier ministre en Russie. Et donc il y a eu une politique active dans le monde musulman en général et en particulier dans le monde arabe, à la fois en raison de cette tradition, mais naturellement en raison du caractère stratégique d'une partie de ce monde arabe, en particulier du Moyen-Orient, avec monde arabe qui a été, pendant la période de la guerre froide, un des terrains de la guerre froide. Puisque jusqu'en 1989, entre 1945 et 1989, le monde arabe était en quelque sorte un peu coupé en deux, entre un camp progressiste, entre guillemets, où on trouvait un certain nombre de pays comme l'Algérie, comme l'Irak,
comme l'Égypte, jusqu'à la mort de Nasser, comme le Yémen du Sud, naturellement comme la Syrie, avec lesquels une coopération non seulement économique, politique, mais également militaire s'est développée. Et puis un camp plutôt occidental avec le Maroc, la Tunisie, l'Égypte après, l'Égypte de Sadat, etc. Depuis l'écroulement de l'Union soviétique, il y a eu effectivement un déclin de l'influence russe dans cette région, mais très vite après cette décennie noire, il y a eu un retour et la volonté de contrer l'hyperpuissance américaine, l'hégémonie américaine qui effectivement s'est installée dans les années 90 dans cette zone. Et il y a eu d'ailleurs à cet égard plusieurs tournées et de Poutine et de Medvedev, non seulement dans les pays avec lesquels la Russie entretenait des relations, je dirais, traditionnellement bonnes, en particulier la Syrie ou l'Irak, mais dans un certain nombre de nouveaux pays, en particulier l'Arabie Saoudite. Pour la première fois, en 2003, un haut responsable saoudien est venu faire une visite à Moscou, le prince Abdallah, qui était donc encore prince héritier, et qui a été reçu comme, je cite, un homme de paix et de justice à Moscou, avec effectivement en arrière-pensée la volonté d'obtenir de l'Arabie Saoudite qu'elle atténue un peu le soutien qu'elle pouvait donner à un certain nombre de mouvements salafistes qui menaçaient la sécurité de la Russie, notamment en Tchétchénie. Et puis, mais ça, nous sortons un peu de notre sujet, la Russie a également développé des relations de coopération extrêmement fortes avec l'Iran, et puis également avec Israël pour une raison particulière, c'est que après l'écroulement de l'Union soviétique, environ presque 1 million de juifs d'origine russe, enfin d'origine plutôt d'une Union soviétique, parce que ça touché également l'Ukraine, etc., se sont installés en Israël, où ils jouent d'ailleurs un rôle important et ont contribué, c'est aussi un autre sujet, à la droitisation, si j'ose dire, de l'évolution de la vie politique en Israël. Voilà, si vous voulez, un petit peu comment se présente le paysage. Donc vous voyez bien que dans l'approche du soulèvement arabe, finalement beaucoup d'éléments jouent, beaucoup d'éléments avec des pondérations différentes selon les pays. Il est sûr, et je reviendrai là-dessus, que s'agissant de la Syrie, le fait que la Russie soit un pays orthodoxe et que le patriarche orthodoxe ait, de façon très nette, pris parti en faveur de Bachar al-Assad, comme ses ouailles, est un des points, est une des raisons qui explique la politique russe actuellement en Syrie. S'agissant donc des soulèvements arabes, quel est le diagnostic ou quel a été le diagnostic fait par la Russie de ces soulèvements? À cet égard, je vous recommande la lecture d'un document extrêmement intéressant qui a été publié à la fois en russe, en anglais et en arabe, et que l'on trouve sur Internet, par un Valdai Club, qui est en fait un think tank, qui est un faux-né du ministère des Affaires étrangères, russe. Et c'est un document très bien fait, très nuancé d'ailleurs, qui n'engage pas donc le ministère des Affaires russes, mais qui contribue et qui a certainement joué un rôle important dans la définition de la politique. Il est dirigé par un certain professeur Lonkin, qui est en même temps président de cet institut d'études orientales que j'évoquais tout à l'heure. Ce document est tout récent, il date de juin 2012 et donc consultable sur Internet. Vous tapez simplement Valdai et vous trouverez tout de suite affiché. Le diagnostic fait par ce document et qui a été repris par le ministère des Affaires étrangères coïncide sur certains points avec le propre diagnostic que nous avons fait, enfin que nous, la France, l'Europe, les États-Unis ont fait. Il y a d'abord une claire convergence sur les causes initiales des soulèvements.
même si les Russes disent oui, il y a des soulèvements, mais enfin, c'est pas la première fois qu'il y a des soulèvements. Il ne donne pas peut-être ce caractère un peu nouveau et exceptionnel que nous avons trouvé dans ces soulèvements. Et donc, il constate qu'il y a eu effectivement une accumulation de griefs, une réaction à des régimes autoritaires, corrompus, qui ont échoué dans leur gestion économique, le fait qu'il y a une arrivée d'une nouvelle génération de jeunes Arabes, d'étudiants diplômés, d'étudiants frustrés parce que très souvent ils ne trouvent pas le travail correspondant à leurs compétences, ou parfois ils ne trouveraient pas du tout de travail du tout. Convergence aussi dans la mesure où je crois que la Russie, à juste titre, se souligne l'impact de la crise économique sur ces soulèvements. Et puis effectivement, les Russes comme nous avons noté l'effet non pas causal, mais amplificateur d'utilisation des nouvelles technologies de l'information, qu'il s'agisse des chaînes satellitaires, ou qu'il s'agisse naturellement d'Internet, ou de l'iPhone, etc. Et donc, ce document souligne tout à fait le caractère, je dirais, conservateur et ossifié de ces régimes arabes qui ont suscité des révoltes. De même, les Russes sont assez d'accord avec notre propre analyse sur le fait, tout au moins l'analyse française et européenne, sur le fait que la démocratie ne peut venir que d'une maturation lente et intérieure aux différents pays et n'est pas un produit d'exportation. Là, effectivement, il se différencie sans doute de l'analyse de certains Américains. Mais là où les choses diffèrent fortement, c'est sur les deux autres points, c'est qu'ils considèrent qu'il ne s'agisse pas d'un printemps arabe, mais d'un soulèvement islamiste. Et que, pour différentes raisons, parce que c'est effectivement dans le monde arabe la seule force véritablement organisée, en dehors des armées. Et donc, après une certaine hésitation, ces mouvements islamistes sont entrés dans le jeu politique, alors qu'auparavant, beaucoup d'entre eux ne voulaient pas, je dirais, jouer le jeu de la démocratie. C'est effectivement dans les années 2000 qu'un certain nombre de mouvements islamistes, à commencer par le Hamas, à continuer par Hezbollah, ont commencé à utiliser certaines libertés dans les processus électoraux pour commencer à peser sur les jeux politiques. Et donc, à plus forte raison, après 2011. Et donc, les Russes considèrent qu'il s'agisse de forces qui utilisent la démocratie comme un moyen, mais qui n'en sont absolument pas démocratiques, étant entendu que selon les Russes, ces mouvements considèrent que la démocratie ne peut permettre ce qui est interdit, sous-entendu, par la loi islamique, ou ne peut interdire ce qui est permis par la loi islamique. Par-delà les différences entre les mouvements islamiques, qui sont les frères musulmans, Nahda, les mouvements salafistes, les Russes ont plutôt tendance à jouer l'amalgame, c'est-à-dire à considérer que tout mouvement islamiste, tout islamiste est un terroriste en puissance. Et souligne plutôt, je dirais, les caractères les plus durs de leur position, et estime que, immanquablement, ils sont condamnés à se radicaliser et donc à aller vers un affrontement aussi bien avec les pays occidentaux qu'avec des pays comme la Russie. Et il souligne effectivement, et ça c'est ce qui se passe, on voit aujourd'hui même en Égypte, il y a un risque d'affrontement entre laïcs et religieux, avec pour l'instant, je dirais, une pondération qui joue en faveur des partis religieux. Un autre point, ceci explique que très vite, les Russes ont accueilli avec une grande méfiance tous ces soulèvements, alors que dans les pays occidentaux, en particulier en France,
première vague, si j'ose dire, les premiers printemps arabes ont été accueillis avec sympathie, même si plus tard, leur évolution a commencé à inquiéter nos opinions. Un autre point sur lequel effectivement le diagnostic des Russes diverge des nôtres, c'est qu'ils considèrent que ces soulèvements ont été provoqués et encouragés par des interférences extérieures. Et là, on retrouve, je dirais, la théorie du complot. Que ces soulèvements arabes et ces révolutions, que ces soulèvements arabes ressemblent tout de même comme de gouttes d'eau un petit peu aux révolutions arabes, aux révolutions oranges, pardon, dont la Russie, dont l'Union soviétique a été victime et qui ont contribué à l'écroulement d'abord de l'Union soviétique et ensuite de certains régimes dans les nouvelles républiques nées de l'Union soviétique. Et à cet égard, il vise plusieurs points. Il vise naturellement le cas de la Libye, avec l'intervention de l'OTAN, je reviendrai sur ce point tout à l'heure. Il vise les pays du Golfe, avec le rôle de l'Arabie saoudite, en particulier à Bahreïn. Il vise d'une façon générale, d'une façon plus précise également, le Qatar, en dénonçant le jeu développé par le Qatar de prise de pouvoir au sein de la Ligue arabe, qui a été, à leurs yeux, un instrument de déstabilisation de la plupart des régimes arabes. Et puis, naturellement, il dénonce les États-Unis, et on retrouve effectivement la théorie du complot, avec des États-Unis qu'ils accusent de manipuler l'information, et ils mettent en particulier... Il souligne en particulier le rôle joué par un certain nombre de fondations américaines, en particulier les fondations liées au Parti républicain et au Parti démocrate, qui ont développé une coopération depuis plusieurs années dans un certain nombre de pays, notamment quant à l'utilisation des nouvelles technologies de l'information, l'utilisation d'Internet. Et il souligne à l'envi que ce n'est pas par hasard que c'est un responsable de Google au Moyen-Orient, Wael Khanim, qui a contribué au déclenchement de la révolution en Égypte. Wael Khanim, qui a d'ailleurs écrit un livre tout à fait intéressant qui s'appelle Révolution 2.0, qui montre bien comment il a utilisé Internet et les nouvelles technologies de l'information pour déstabiliser le régime. Ainsi, et ceci est dit très clairement par Lavrov à plusieurs reprises, il y a une volonté des partenaires de la Russie de réorganiser l'ensemble du monde arabe à leur profit. Ce diagnostic étant fait, quelle était la politique menée par la Russie depuis début 2011, comme je disais tout à l'heure, et une politique qui est passée un petit peu comme la nôtre, d'une phase de surprise à une phase de flottement, et enfin à essayer, je dirais, de définir une politique cohérente. Au départ, il y a, je dirais, un accueil apparemment bienveillant, mais un accueil bienveillant du bout des lèvres, du service, en anglais. C'était le cas pour la Tunisie, donc en mars 2011, Medvedev salue l'arrivée de la démocratie, je cite. En Égypte, c'est un petit peu la même chose. Donc, il s'agit des toutes premières révolutions. Les Russes n'ont d'ailleurs pas caché leur surprise de voir avec quelle rapidité les États-Unis avaient lâché Moubarak et s'en sont émus, alors qu'effectivement Moubarak apparaissait plutôt comme l'homme des Américains. Les Russes se sont associés à ce qu'on a appelé le partenariat de Deauville, défini en juin 2011, qui effectivement salue l'avènement de la démocratie et qui apporte aux pays qui viennent de connaître la révolution un soutien à la fois politique et financier. S'agissant de Bahreïn, qui a été réprimé dans les conditions que vous savez, très grande discrétion des Russes. De même que s'agissant du Yémen, qui était une affaire qui a été essentiellement, je dirais, gérée par l'Arabie saoudite, grande discrétion des Russes.
les choses ont commencé à bouger avec la Libye. Et la Libye est effectivement le premier pays où il y avait des intérêts russes directs qui ont été affectés. Et donc, la première réaction était tout de même plutôt de soutien du colonel Kadhafi et une certaine réticence, je dirais, à une intervention extérieure. Il y a eu un débat interne assez fort, Poutine étant hostile à toute intervention et à toute décision couverte par le Conseil de sécurité, même au titre de la responsabilité de protéger. Medvedev étant plutôt en faveur. Un certain nombre d'éléments ont été pris en considération. D'abord l'atmosphère du moment, c'était un peu une période euphorique où les aînés, les pays arabes accédaient à la démocratie. Il y avait aussi une impopularité flagrante de Kadhafi, personnage effectivement qui a été lâché très vite par tous ses pairs arabes. Et puis il y a eu également, et c'est ce qui a gêné le plus la Russie, la caution de la Ligue arabe, obtenue grâce à l'entre-gens et à l'efficacité de Cheikh Ahmed Ben-Jassem, qui, par les hasards de la rotation de la présidence, a présidé le Conseil des ministres des Affaires étrangères de la Ligue arabe à partir du mois de mars 2011. Et donc les Russes se sont trouvés très, très gênés pour, je dirais, opposer un droit de veto à une intervention, surtout cette intervention a été faite au nom de l'humanitaire, au nom de la responsabilité pour protéger. Et donc Medvedev a déclaré assez vite que Kadhafi, à Deauville, donc en juin 2011, Medvedev a déclaré que Kadhafi doit partir. Mais il y a eu tout de même plusieurs essais de médiation des Russes, notamment une mission animée par Mikhail Markelov, qui est président de la Commission des Affaires étrangères de la Douma de Russie, et qui, je dirais, s'est rapproché de la mission de l'Union africaine qui dans le même temps essayait effectivement de trouver une solution politique et une solution de conciliation. Et finalement, désespoir de cause, les Russes, comme tout ceci n'était pas intervenu, ont accepté de s'abstenir lors du vote de la résolution de 1973. Par la suite, les Russes ont été extrêmement choqués de la façon dont l'intervention à la fois des alliés de l'OTAN et de certains pays arabes, dont l'intervention s'est déroulée. D'abord, ils ont été très choqués de la façon dont Kadhafi a été tué. Et on a rendu responsable de façon extrêmement claire les pays occidentaux. De même ils se sont exprimés, je dirais, floués par l'interprétation très large à leurs yeux de la responsabilité pour protéger. Ce qui n'est pas tout à fait faux. C'est-à-dire qu'une responsabilité pour protéger, donc, je dirais un objectif à caractère humanitaire, à cela s'est ajouté effectivement l'envoi d'armes, l'envoi de conseillers, l'envoi de même de combattants. Quant aux rebelles, non seulement ils ont été protégés, mais il y a eu un appui, notamment un appui-feu, lorsqu'ils sont partis à l'assaut des différents bastions tenus par les forces loyalistes à Kadhafi. Et donc, il y a eu vraiment la forte impression qu'ils avaient été totalement floués. Et ceci a d'ailleurs eu une dimension de politique intérieure, parce qu'effectivement, comme je vous le disais, Medvedev était partisan de l'abstention, alors que Poutine était partisan du veto. Et c'est un élément certainement qui a beaucoup affaibli Medvedev par la suite dans son leadership au sein de la Russie. Et puis le dernier point qui a alors choqué et qui a, je dirais, convaincu les Russes qu'ils avaient finalement eu tort, c'est que, bien c'est le day after, c'est-à-dire après la chute de Kadhafi,
rien n'était prévu, si j'ose dire. Et on s'est retrouvé devant une situation totalement chaotique qui perdure, puisqu'elle dure encore maintenant. Et c'est un des arguments qui contribue à expliquer d'ailleurs la position russe sur la Syrie. S'agissant de la Syrie, alors je viens au point, je dirais, le plus actuel, et là où il y a un véritable blocage de la Russie. Je pense que ce que j'ai dit au début de mon intervention continue à expliquer la position de la Russie en Syrie. Il y a effectivement le précédent libyen. Il y a des arguments utilisés par les Russes et dire très bien, vous voulez le départ de Bachar al-Assad, mais qui à la place? Quelle solution de chance vous avez à la place? Mais il y a des éléments effectivement plus spécifiques à la Russie. Le fait, et là je reviens à ce que j'évoquais tout à l'heure, le fait que la Syrie est un des rares points d'ancrage en Méditerranée de la Russie, avec cette base de Tartous qui existait du temps de l'Union soviétique, puis qui avait été abandonnée, puis qui a été réouverte, et qui existe depuis 1971. Il y a le fait, effectivement, que la coopération dans le domaine à la fois politique et militaire avec la Syrie est une coopération extrêmement forte, extrêmement ancienne, avec des ventes d'armes qui représentent à peu près 700 millions de dollars chaque année durant les 10 dernières années, avec effectivement une politique de formation des cadres militaires syriens en Russie. Il y a cette dimension religieuse que j'évoquais tout à l'heure, le fait que le patriarche grec-orthodoxe de Syrie a acquis à sa cause le patriarche orthodoxe de Moscou. Il y a également une dimension proprement humaine, puisque, compte tenu de cette importante coopération entre la Russie et la Syrie, il y a beaucoup de couples mixtes, et on considère qu'il y a à peu près 50 000 couples mixtes qui existent, avec effectivement des femmes et des enfants, puisque en général ce sont les Russes se sont mariés avec des Syriennes, des femmes et des enfants qui donc ont la nationalité à la fois russe et syrienne. Il y a aussi le constat fait par le Russe que le régime n'est plus suffisamment fort pour éradiquer l'opposition, et que, en revanche, l'opposition, sauf une intervention forte de l'extérieur, n'est pas capable de prendre le pouvoir. Et donc, très vite, la position qui a été prise, c'est de dire, c'est d'abord de condamner toute intervention extérieure, sauf la leur, naturellement, c'est de dire que seule une solution politique est crédible. C'est au peuple syrien qui doit se prononcer. Politique, effectivement, qui a suscité des relations très tendues avec les États-Unis, avec la plupart des ministres des Affaires étrangères européens, en particulier avec la France. Également de fortes tensions avec les pays du Golfe. Il y a eu d'ailleurs un incident très violent qui a visé l'ambassadeur de Russie au Qatar, et la Russie a appelé son ambassadeur à la suite de cet incident. Donc, si vous voulez, la position de la Russie en Syrie, c'est de dire nous ne sommes pas hostiles à des réformes intérieures, et d'ailleurs Bachar a eu tort de ne pas en faire. Nous ne sommes pas attachés spécialement à la personne de Bachar, mais son départ ne peut que résulter que de l'issue d'un processus politique qu'il faut entamer. Et pour appuyer, je dirais, leur position, ils disent qu'il n'y a effectivement pas de solution de rechange crédible actuellement, que le day after, le jour d'après de la chute de Bachar, que se passe-t-il? Certes, la Russie a des contacts avec le Conseil national syrien, puis avec la coalition. Il y a eu des contacts avec plusieurs reprises, mais il considère que cette coalition ne représente pas une alternative crédible pour l'instant, et il considère en particulier qu'un certain nombre de forces sont encore exclues de cette coalition,
Et ils estiment que cette coalition reste noyautée par leur ennemi, je dirais, traditionnel, c'est-à-dire les islamistes assimilés aux salafistes, voire aux terroristes. La même argumentation joue sur le plan d'organisation militaire de la rébellion. Il estime que la SL n'est pas véritablement structurée, n'a pas un véritable contrôle des différentes forces. Il regarde avec inquiétude le développement des djihadistes, de différents mouvements salafistes et notamment du front Nusra. Et donc ce que visent les Russes, c'est une solution négociée du type de celle, mais qui n'a été conclue, je dirais, qu'au bénéfice de l'ambiguïté à Genève 1 en juin 2012, c'est-à-dire la mise en place d'un système de transition avec effectivement beaucoup d'ambiguïté sur l'interprétation à donner au dispositif qui a été évoqué à ce moment-là. Et maintenant, conjointement avec les Américains, ils ont proposé un Genève 2. Et je pense que les Russes ont joué très vite l'idée d'une manœuvre commune avec les Américains, car ils ont senti, avec raison d'ailleurs, que les Américains n'étaient pas très intéressés par la Syrie, que ce n'était pas une priorité majeure de leur diplomatie. D'ailleurs, effectivement, les États-Unis n'ont été impliqués que d'assez loin sur la Libye. Et il est clair que sur la Syrie, ils n'ont pas été très allants, c'est le moins qu'on peut le dire, notamment quand on pense aux fameuses lignes rouges qui ont été définies et qui ont été dépassées, et qui ont flotté et qui continuent de flotter. Cette initiative, qui était au départ conjointe entre les États-Unis et les Russes, est actuellement un peu au point mort. On ne peut pas dire que Genève 2 soit mort avant d'être né, mais il est sûr qu'il y a un certain nombre d'éléments qui actuellement pèsent sur la convocation d'une telle réunion. Les Américains et les Russes ont lancé leur initiative au mois de mai en disant on fait la conférence le 10 juin, et effectivement nous sommes le 30 juin, et toujours pas de date prévue. Cette conférence bute sur un certain nombre d'obstacles, d'abord sur la composition des délégations, qui viendra. Les Russes insistent pour que l'Iran vienne. Les Américains seraient prêts. Du côté européen, en particulier du côté français, on est beaucoup plus réticents. Cependant, les résultats des élections en Iran vont peut-être conduire à une réappréciation des choses. Composition aussi qui vient au titre de l'opposition. Et alors là, se pose le problème de l'opposition légale, entre guillemets, en Syrie. Est-ce que c'est uniquement la coalition ou est-ce que cette opposition légale est souvent, je dirais, infournée du parti basse, qui sont des partis plus ou moins bidons, si j'ose dire. Est-ce qu'ils viennent ou est-ce qu'ils ne viennent pas? Et puis du côté syrien proprement dit, qui fait-on venir? Alors il n'est pas question clairement que Bachar vienne, mais est-ce que c'est un proche de Bachar? Alors si c'est un proche de Bachar, la coalition le disqualifie. Si ce n'est pas un proche de Bachar, il n'est pas représentatif du régime. Donc il y a effectivement toute une série de problèmes qui se posent. Et puis l'évolution militaire récente ne va pas dans le sens d'une convocation de cette conférence, avec effectivement une reprise de l'initiative des forces loyalistes, notamment avec la bataille de Koussaïr, le fait que de plus en plus les Hezbollah, à hauteur à peu près au moins de 5000 hommes, est engagé physiquement sur le terrain, que de même sur la présence de combattants iraniens, en particulier ce qu'on appelle la brigade Al-Quds, qui est liée aux Iraniens de la Révolution, est de plus en plus évidente. Et puis les Russes, de leur côté, continuent les livraisons d'armes, y compris des livraisons d'armes sensibles, pas tellement d'ailleurs pour les combats actuels, avec la livraison de ce qu'on appelle les S-300, qui sont des missiles anti-aériens, mais qui effectivement sont dénoncés par Israël.
Et donc, en plus de ça, je dirais, il y a un contexte plus général de dégradation des relations entre la Russie et les États-Unis qui n'arrange pas les choses. Donc, grande incertitude sur Genève 2, avec, je pense, un maintien très ferme d'une position russe qui a été définie au moins depuis plus d'1 an et qui, semble-t-il, ne bouge pas. En conclusion, que dire? Il est clair que du côté russe, il y a une profonde hostilité à l'égard des soulèvements arabes et l'évolution qui va dans le sens effectivement d'une prise de pouvoir par les mouvements islamistes, notamment les frères musulmans, ne peut qu'accentuer cette hostilité de la part des Russes. D'autre part, effectivement, les Russes sont d'autant plus sensibles à prendre une position assez ferme qu'ils constatent, comme je le disais, une absence d'intérêt véritable des États-Unis à s'engager de nouveau, je dirais, pour défendre la démocratie dans le monde arabe. Je pense qu'il y a effectivement, de la part de la Russie, une volonté de préserver ses positions acquises dans le monde arabe, notamment en Syrie, notamment à travers l'ancrage syrien. Il est clair que de plus en plus la Syrie devient un conflit régional, un conflit qui s'inscrit non pas dans une guerre froide, mais dans un rafraîchissement des relations entre la Russie et les pays occidentaux. Ceci étant, je pense que pour la Russie, l'enjeu est important. L'enjeu, c'est effectivement non seulement sa place et son influence dans le monde arabe, et à travers le monde arabe au Moyen-Orient, donc évidemment, il y a des liens évidents. Mais par-delà le Moyen-Orient, c'est un problème, je dirais, de la Russie, de crédibilité de sa politique internationale. Et donc cet enjeu est capital. Il n'est pas sûr qu'il gagne, mais il n'est pas sûr qu'il perd. Voilà, si vous voulez, quelques réflexions, mais j'attends avec intérêt vos questions.